Et si tout ce qu'on pensait savoir sur la dépression était complètement à l'envers? Ah, c'est une sacrée question pour commencer. Ouais, on a l'habitude de voir ça comme une simple tristesse prolongée. Mais si c'était plutôt un immense problème de télécommunication au sein d'un réseau de 10 milliards d'utilisateurs? Bah, aborder ça par le prisme de l'infrastructure réseau, ça change absolument tout en fait. Carrément. On sort de la simple psychologie pour vraiment s'ancrer dans la réalité physique, la biologie pure quoi. Exactement. Mais bon, juste avant d'explorer cette architecture fascinante, une petite précision médicale s'impose pour ceux qui écoutent. Ouais, c'est indispensable. Toute cette discussion a un but strictement éducatif. Ça ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel ou une consultation. Tout à fait. L'objectif de notre analyse du jour, c'est de décrypter la mécanique de notre cerveau, pas de poser un diagnostic. Et la promesse de cette exploration approfondie, c'est qu'à la fin de notre discussion, le fonctionnement chimique de l'humeur sera complètement limpide. Je suis prêt pour ça. Super. Donc, dans les 15 prochaines minutes, l'idée c'est de cartographier tout ce réseau. D'abord, l'infrastructure en elle-même et la façon dont les données y circulent. Ouais. Ensuite, on va identifier les serveurs clés, ces substances chimiques très spécifiques qui régulent notre humeur. Et enfin, on verra comment un truc toxique comme le stress chronique peut littéralement faire fondre les serveurs. Et surtout, on discutera des habitudes et des traitements qui permettent de tout reconstruire de zéro. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir que la frontière entre le logiciel de nos pensées et le matériel de notre cerveau, elle n'existe quasiment pas. Bon, décortiquons ça. Comment est-ce que le cerveau crée nos émotions concrètement? Il faut imaginer notre cerveau comme un réseau d'environ 10 milliards de neurones. 10 milliards. Et ils doivent tous communiquer entre eux en permanence. Exactement. Et le point clé ici, c'est la synapse. C'est le minuscule espace entre deux cellules. Donc les cellules ne se touchent pas directement en fait. Non, il y a un vide, un gouffre microscopique. Et pour franchir ce vide, le cerveau utilise des neurotransmetteurs. Ces fameux messagers chimiques dont on entend souvent parler? Voilà, ce sont nos paquets de données qui traversent l'espace. Et la dépression, c'est fondamentalement un trouble neurobiologique à ce niveau-là précis. Un gros dysfonctionnement de ces messagers. Les données montrent qu'il y a 4 grands types de pannes dans ce réseau. Le premier, c'est le plus intuitif, une quantité insuffisante. C'est-à-dire que le neurone n'envoie tout simplement pas assez de paquets de données vers l'autre côté. C'est ça, la bande passante est trop faible. Mais le deuxième problème, c'est totalement l'inverse. C'est l'inondation. Une attaque par déni de service en langage informatique. Ouais, souvent à cause d'un stress énorme d'ailleurs. L'espace synaptique est saturé de messages et le système bloque complètement. Le troisième problème, c'est une histoire de déséquilibre, non? Un conflit de protocole, ouais. Le cerveau n'arrive plus à équilibrer les signaux d'alerte et les signaux de calme. Le message global devient complètement chaotique. Et le quatrième problème, ça se passe plutôt du côté de la réception. L'antenne est cassée. Le neurone récepteur devient sourd au message, même si la quantité envoyée par le premier est parfaite. C'est fou, parce que ça montre bien qu'on ne peut pas juste décider d'aller mieux par la simple force de la volonté. Absolument pas. On ne répare pas un routeur défectueux juste en lui demandant de faire un effort, tu vois. Carrément. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Analysons ces fameux messagers, les 3 grands. Sérotonine, noradrénaline et dopamine. Commençons par la sérotonine. C'est véritablement le système d'exploitation de notre bien-être. Son rôle est massif d'après les sources étudiées. Oh oui, ça gère l'humeur, mais aussi l'appétit, le sommeil, la libido et surtout le contrôle des impulsions. Donc si ce système d'exploitation plante, c'est la cata. Les données expliquent qu'un déficit crée une négativité omniprésente. Le filtre de sécurité du cerveau devient complètement paranoïaque, ouais. Le réseau se met à classifier des trucs totalement neutres comme étant des dangers mortels. Parce que sans sérotonine, le cerveau perd sa capacité à calmer ses propres alarmes internes. Ce qui explique les fameuses ruminations anxieuses. C'est juste le système qui tourne en boucle sur de fausses alertes. Exactement. Et à côté de ce système global, on a la noradrénaline. J'aime bien l'analogie de la pile Energizer du cerveau pour celle-là. C'est très juste. C'est ce qui gère l'état d'alerte. Ça dicte la vitesse à laquelle notre corps est prêt à réagir. Donc s'il en manque, c'est la léthargie totale. Tout demande un effort surhumain. Les pensées ralentissent, la concentration s'effrite considérablement. La fameuse sensation d'avancer dans la mélasse. Mais il y a un truc paradoxal avec la noradrénaline. La surcompensation. Si le cerveau manque de sérotonine, il se sent tellement menacé qu'il va parfois injecter des tonnes de noradrénaline pour compenser le manque. Et là, le système tourne à plein régime, mais dans le vide. Ouais, ça crée une agitation physique constante, une hypervigilance épuisante. On est mentalement vidé, mais le corps refuse de s'arrêter. C'est terrible. Bon, et le troisième acteur, la dopamine. Le signal de réconfort.
c'est le protocole qui gère notre engagement dans le monde. Le fameux bouton «je me sens bien». Voilà. Et ce qui est fascinant, c'est que son action change selon l'endroit du cerveau. Dans les ganglions de la base, en plein centre, ça valide la satisfaction. C'est-à-dire, grosso modo, cette action était cool, on s'en souvient pour plus tard. Et dans le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, Là, ça aide à maintenir l'attention focalisée sur un objectif précis. Donc, une carence en dopamine, c'est la fameuse anédonie. la perte totale de motivation. Plus rien n'apporte de joie. Les données positives rentrent, mais le cerveau ne les code plus comme un plaisir. Le retour sur investissement émotionnel tombe à zéro. Donc, si on récapitule, paranoïa par manque de sérotonine, léthargie ou agitation avec la noradrénaline et un monde sans saveur à cause de la dopamine. C'est la tempête parfaite dans le réseau. Mais pour comprendre comment ça déraille à ce point, on doit parler de l'accélérateur et du frein. Le glutamate et le GABA. Ce sont les véritables contrôleurs aériens du cerveau. Le glutamate, c'est le signal de départ, le feu vert. C'est l'excitateur par excellence. Ça maintient le réseau super dynamique. Et le GABA, c'est le signal d'arrêt, le feu rouge, qui vient calmer le jeu. Sans le GABA pour tempérer l'excitation, le réseau s'auto-détruirait par surchauffe électrique. Et lors d'un épisode dépressif, les pensées intrusives qui empêchent de dormir, c'est juste le GABA qui n'arrive plus à freiner le glutamate. Exactement. Le frein lâche complètement. Mais alors, qu'est-ce qui provoque cette panne matérielle à la base, si l'on le relie cela à la situation dans son ensemble? Il y a la génétique, bien sûr. Certains naissent avec une vulnérabilité matérielle. Des serveurs un peu moins performants dès le départ. Ouais. Mais l'environnement joue le rôle de test de résistance. Le manque de sommeil, l'alimentation inflammatoire, les traumas. Et surtout, l'analyse des sources pointe du doigt le destructeur ultime, le stress chronique. Le stress chronique, c'est la catastrophe absolue pour l'infrastructure. On ne parle pas du petit stress avant de prendre la parole en public, hein. Non, on parle de l'exposition prolongée au cortisol, l'hormone du stress. Ça déclenche une libération de glutamate en quantité toxique, Et ça agresse physiquement les cellules cérébrales. surtout dans l'hippocampe. C'est la zone liée à la mémoire et à l'apprentissage. Sous l'assaut chimique du stress, l'hippocampe perd littéralement du volume. C'est brutal comme image. L'hippocampe s'atrophie. Les troubles de la mémoire dans la dépression, c'est vraiment des dommages matériels tangibles. L'infrastructure se désagrège. Mais de l'autre côté, dans l'amygdale, Le centre de détection des menaces, elle, au contraire, elle s'hypertrophie. Elle grossit physiquement sous l'effet du stress. le détecteur de fumée devient tellement énorme qu'il sonne au moindre coup de vent. Et ce mode survie siphonne toutes nos réserves de sérotonine et de dopamine. L'usine de production s'épuise. C'est le point de rupture total. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour s'en sortir? On va passer à l'ingénierie de la réparation, parce qu'il y a des solutions. Le réseau peut se reconstruire. Voici un plan d'action en 3 points. Premièrement, l'action ciblée des traitements. Il faut vraiment démythifier ça. Les médicaments ne sont pas des pilules de bonheur artificielles. Ce sont des vrais outils d'ingénierie. Prenons les antidépresseurs de type ISRS. Comment ils forcent la réparation du signal? En fait, le neurone émetteur possède des petites pompes qui aspirent la sérotonine pour la recycler une fois le message passé. Sauf que chez une personne dépressive, ce nettoyage est souvent trop rapide. Exact. Le message n'a pas le temps d'arriver. Les ISRS y viennent physiquement boucher ces pompes d'aspiration. Donc la sérotonine reste bloquée dans la synapse beaucoup plus longtemps. Le signal devient plus fort et le neurone récepteur est forcé de s'y adapter. C'est pour ça que ça prend quelques semaines d'ailleurs. On a aussi le Wellbutrin qui cible la dopamine pour l'énergie ou les benzodiazépines qui renforcent le frein GABA. Des patchs de mise à jour très spécifiques pour réparer le réseau endommagé. Deuxième point d'action, le comportement. Et là, l'exercice physique est roi. L'impact biologique de l'exercice est massif. Ce n'est pas juste pour se vider la tête. L'effort physique intense augmente la sérotonine et la dopamine, un peu comme le frère les traitements en fait. Et surtout, ça déclenche la neurogénèse. La création de cellules cérébrales toutes neuves. Exactement. Le cerveau produit des facteurs de croissance neuronale. C'est comme de l'engrais. Et ça va directement reconstruire la matière grise dans l'hippocampe. Là où le stress toxique avait tout atrophié. C'est une vraie restauration du matériel. Ce qui nous amène au troisième point, protéger ses réserves. Cela soulève une question hyper importante sur la gestion du stress chronique à long terme. Parce qu'on ne peut pas réparer un réseau en pleine tempête. Tant que le cortisol coule à flot, l'amygdale va monopoliser toute l'énergie disponible. Il faut donc créer une zone de quarantaine pour le cerveau. Stopper l'hémorragie du stress pour laisser l'usine métabolique refaire ses stocks. Ça permet de faire baisser l'inflammation et de redonner à l'amygdale une taille et une réactivité normale.
Et le réseau recommence enfin à traiter la réalité sans la déformer. C'est un processus magnifique quand on y pense. Bon, on arrive à la fin de cette analyse. Si on reprend notre question de départ, la dépression n'est pas un défaut de caractère. C'est une architecture neurochimique qui se retrouve à court de ressources. La voir sous l'angle mécanique, c'est vraiment le meilleur moyen de la déstigmatiser. Pour résumer nos 3 grands points. 1. Le dialogue synaptique est le socle absolu de nos émotions. 2. Chaque neurotransmetteur est lié à un symptôme précis, paranoïa pour la sérotonine, léthargie pour la noradrénaline et absence de joie pour la dopamine. Et 3. Si le stress chronique détruit cette chimie et atrophie notre mémoire, le mouvement corporel et la médecine ciblée peuvent carrément la reconstruire. Notre cerveau n'est pas figé. Pour ceux qui écoutent, il peut être très intéressant de prendre un instant pour réfléchir à l'élément qui résonne le plus avec la compréhension de l'humeur d'aujourd'hui. Est-ce que l'impact destructeur du stress sur l'amygdale ou la magie réparatrice de la dopamine? C'est une excellente question à garder en tête. Et il ne faut pas oublier qu'il existe une capacité incroyable d'agir sur cette mécanique. Le cerveau a la capacité extraordinaire de modifier sa propre chimie. Nos actions ont le pouvoir littéral de recabler notre esprit. Recabler son propre esprit, c'est une perspective qui redonne énormément de pouvoir d'action. Laissez cette pensée faire son chemin et à la prochaine pour une nouvelle exploration.